Ben oui, je fais des conférences sur la famille. Je ne fais presque même que des conférences sur ce thème. Et mon amie Simone me disait à un moment donné, mais toutes tes conférences, c'est au sujet de la famille. Je ne peux pas changer un peu. En fait, la famille, c'est mon cheval de bataille. Pour moi, c'est vraiment un thème essentiel, tellement important qu'on a besoin chacun de comprendre sa valeur. Et en fait, personne ne l'enseigne, personne n'en parle dans nos sociétés. Et pourtant, c'est la famille qui nous construit. C'est la famille qui fait que nous sommes qui nous sommes. Je dirais que la famille, c'est un peu comme l'incubateur du cœur humain. C'est-à-dire, c'est ce lieu au sein duquel notre cœur, et de fait notre personnalité, va se construire. Alors imaginez, le bébé, il vient au monde. Il n'a pas de parole, il n'a pas de pensée. Il sort du ventre de sa mère, il est vivant, mais son intellect, son cerveau, pour l'instant, ne fonctionne pas vraiment, en tout cas n'est pas encore rempli de données. Et les premières données qui vont être les siennes, ce seront des données émotionnelles. Il arrive dans un bain d'émotions. Il arrive et il va ressentir un bain de sensations. Il va ressentir avec son corps, il va ressentir avec son moi émotionnel, et petit à petit, tous ces ressentis vont s'imprimer en lui. Toutes ces émotions du bébé, dès son premier jour, enfin, je dirais dès sa conception d'ailleurs, mais toutes ces émotions, pour lui, c'est l'amour. Il n'a pas de point de comparaison. Le bébé qui sort du ventre de sa mère, s'il voit ses parents s'aimer, il engramme ça. S'il voit ses parents se hurler dessus, il engramme ça. Pour lui, c'est l'amour. Et c'est dans ce sens que pour moi, la famille, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'école de l'amour. C'est un terme qu'a quasiment inventé le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Orson Welles. La famille, c'est l'école de l'amour. Mais on n'imagine pas à quel point. C'est pas. Alors, Brigitte disait tout à l'heure, dans la famille, on va apprendre toutes les valeurs. Mais ça va rien plus loin. Dans la famille, on apprend toutes les émotions. On apprend à aimer. Et cet amour-là, ça va être celui qu'à notre tour, on va inviter dans notre propre couple plus tard. Donc, je dirais que dans une école, on apprend tout. Mais si dans cette école, on apprend que 2 plus 2 égale 5, et par la suite, on va baser toutes nos opérations sur cette conviction profonde que 2 plus 2 égale 5. Et l'édifice qu'on construira un jour de notre propre couple, on peut imaginer qu'il sera un peu de guingois. Alors, bien sûr, la plupart d'entre nous, dès notre naissance, on a acquis des ressources. On a vu l'amour autour de nous, on a vu l'affection, on a vu la tendresse, nos parents nous ont aimés. Le problème, c'est que nos propres parents, eux-mêmes, ont été aimés par leurs propres parents, etc., etc., de génération en génération.
rien n'est idéal. Rien n'a été idéal dans ce qui nous a été transmis. Alors certains d'entre nous ont les bagages suffisants, émotionnels, d'autres pas. Ce qui fait que certains couples sont solides, harmonieux, d'autres pas. Malgré le désir immense des conjoints, parfois c'est très difficile. Parce qu'en fait, les émotions vécues dans la famille d'origine vont se réinviter dans mon couple. Et j'aimerais développer un peu ça. Et alors, il y a un croquis que j'aime beaucoup, qui est propre aussi à la Fédération pour la paix universelle, mais que je trouve essentiel parce qu'il dit tout. Alors, on pourrait dire, par exemple, là je vais mettre le père, là je vais mettre la mère, ça c'est le couple, et puis les enfants. Et là, qu'est-ce que vous mettriez? Grands-parents. Les grands-parents. Exactement. Voilà. Cet ensemble-là, c'est ce que j'appelle une famille. Cet ensemble-là, j'aime bien le comparer à un œuf. Cet œuf qui va permettre au poussin de se former, d'acquérir tout ce dont il a besoin pour un jour casser la coquille et sortir. Le problème, c'est que dans l'œuf famille, bien sûr, on va recevoir énormément de tendresse, enfin dans le meilleur des cas, énormément de tendresse, de soutien, mais tout n'est pas si simple. C'est un flot de relations émotionnelles, dans tous les sens. Et toutes ces relations-là, pour l'enfant qui naît, c'est l'amour. L'enfant est baigné dans ce jus émotionnel. C'est un peu comme quand je veux apprendre une langue étrangère, je vais dans le pays. C'est un bain de langue. Et voilà, j'entends, je perçois, je reçois, je vois, et tout ça me nourrit. Et j'apprends la langue. Le bébé qui naît, qui sort de sa mère, c'est exactement comme ça qu'il va développer son moi émotionnel. Donc la famille, ça va bien plus loin que l'école des valeurs. C'est vraiment l'école du cœur. C'est ce qui construit le cœur humain. Alors on pourrait dire, pour ceux qui sont croyants, peut-être certains d'entre vous le sont, je mettrai Dieu ici, au centre de tout ce flot de relations, au centre de tous ces liens qui se mettent en place, finalement au centre de l'amour, tel qu'il circule. Et dans les grands-parents, au-dessus des grands-parents, on pourrait dire, il y a les arrière-grands-parents. Et au-dessus, il y a les arrière-arrière-grands-parents. Et on remonte comme ça, certains disent jusqu'à Adam et Ève. Donc tous les problèmes émotionnels, je dirais du début de l'humanité, se sont transmis de famille en famille, jusqu'à nos jours et jusqu'à nous. Alors ça pour dire qu'il y a en fait un lien très réel entre ma relation d'hier avec mes parents, donc quand j'étais enfant, ma relation d'hier avec mes parents,
est ma relation d'aujourd'hui avec mon partenaire, dans mon propre couple. Parce que toutes les émotions vécues enfant, elles vont se réinviter dans mon propre couple. Alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à mon couple, je vais pouvoir travailler sur ces émotions qui parfois me parasitent, qui parfois me ligotent. Dans mon couple, je n'ai pas le choix. Ou bien on se sépare, ou bien on va être amené à travailler sur nos liens et nos relations. Donc mon couple va être vraiment le chantier au sein duquel chacun pourra régler, je dirais penser, dans tous les sens du terme, ces blessures de l'enfance. Alors certains ont vraiment eu une enfance très porteuse et donc ont en eux toutes les ressources pour vivre une vie de couple harmonieuse. Je me souviens au début, quand j'étais conseillère conjugale, la première année surtout, c'était il y a 10 ans, et j'étais vraiment impressionnée par la détresse des couples qui venaient me voir. Et alors, je me disais, oui, d'accord, eux, ils sont dans une profonde détresse, dans un profond désarroi, mais c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Tous les autres vont bien. Mais en fait, un couple sur 2 divorce dans la région parisienne. Et on ne parle que des couples mariés. C'est-à-dire tous ceux qui sont en concubinage ne rentrent pas dans les statistiques. Donc la situation aujourd'hui est catastrophique. Catastrophique pour nous, en tant qu'adultes, et catastrophique pour nos enfants qui héritent de toutes ces turbulences, qui se retrouvent dans des familles recomposées. Chacun fait de son mieux, mais aucun de nous n'a été quelque part programmé pour vivre dans une famille recomposée. Alors je suis bien placée pour le savoir, parce que c'est mon cas, mais j'ai pu toucher du doigt à quel point c'est infiniment plus difficile que lorsque un père et une mère vivent avec leurs enfants. C'est infiniment plus compliqué. Ce qui fait que finalement, dans mon travail, je suis amenée à voir la valeur de la famille, je dirais en creux, en voyant tout ce qui manque, tout ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, en fait, je vois ce qui dysfonctionne au sein des couples. Parce que justement, dans cette école, chaque partenaire a appris un amour qui est faussé. Et qu'il reproduit spontanément et en toute inconscience dans son propre couple. Alors peut-être c'est un peu théorique tout ça. J'ai envie de vous donner un exemple. Un exemple d'un couple que j'ai reçu il y a quelque temps. Enfin, je les ai reçus séparément, mais c'est un exemple tout à fait intéressant. En fait, chacun est venu me voir avec beaucoup de courage, parce qu'en fait, ce couple était dans une grande détresse, une grande solitude. Alors, ils vivaient ensemble depuis plus de 25 ans, mais ils ne se parlaient quasiment plus depuis des années. En fait, ils passaient leur temps à s'éviter. C'est-à-dire que quand madame était à la maison, monsieur était dehors. Et quand elle sortait, alors il rentrait chez lui. Elle s'adressait rarement à lui, uniquement pour lui faire des reproches. Et lui, du coup, il était dans l'évitement continuel. Il fuyait. Et elle était dans une colère perpétuelle contre lui. Elle ne lui faisait absolument pas confiance.
Et du coup, ben lui, il avait pris l'habitude de ne rien lui dire quand il disparaissait. Alors, je leur ai demandé pourquoi ils restaient ensemble. C'est vrai. Et eux m'ont répondu, en fait, c'était d'une part par conviction religieuse, et d'autre part pour leurs deux enfants. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous auriez eu envie de leur dire pour les aider? Il y a une idée qui nous vient, c'était de leur proposer de se retrouver autour d'une table au restaurant, par exemple, afin de communiquer, de parler, de revenir à leur début. Pas de scène, mais une reconnaissance. Oui, c'est une idée. Oui. S'ils acceptent. Mais, excusez-moi, tu n'as pas dit comment c'est commencé. Je veux dire, ils se sont mariés. Comment c'est commencé cette déviation ils sont arrivés 25 ans après, complètement séparés. Il y devait y avoir des moments où ça a enclenché cette manque de communication et voilà. Donc explorer avec eux les débuts du couple et voir à quel endroit en quel moment ça a commencé à glisser. À glisser, ouais. La relation, oui. Une fois que vous avez suffisamment d'éléments, Une fois que vous avez suffisamment d'éléments, que vous sentez qu'il y a une possibilité de compréhension, vous pouvez être une sorte d'arbitre entre les deux. De demander une réunion à trois et que vous arriviez à arrondir les angles, par exemple, ou à faire des suggestions, de manière à ce que les deux puissent commencer à, non pas se renfermer sur eux-mêmes, mais au contraire s'exprimer vers l'autre. Moi, je pense personnellement qu'une rencontre au restaurant peut être très bonne, comme elle peut aussi dégénérer, quoi. C'est le risque. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Quelqu'un doit faire le premier pas. Mais la colère de cette femme, elle vient d'où aussi? Voilà. D'où ça vient. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est exactement la question à se poser et sur laquelle on s'est un petit peu penché. D'où venaient les émotions qui existaient dans le couple? Et de ce fait, eh ben, on a pris le temps de revisiter leur passé. Pour voir en fait, comprendre ce qui se jouait dans le couple, d'où venaient ces émotions. Parce que toutes les émotions qui sont dans un couple viennent de l'enfance. Puisque c'est l'école de l'amour, c'était notre famille d'origine. Donc toutes les émotions que je ressens avec mon partenaire, elles viennent soit de ma relation avec mon père, soit de ma relation avec ma mère, soit de ma relation avec ma fratrie, soit c'est en lien avec tout ce que j'ai pu expérimenter dans mon passé. Donc oui, on a fait une exploration du passé. Et là, c'était tout à fait intéressant, en fait. Parce que madame, elle avait un père qui buvait et qui trompait sa femme. Et sa mère, qui était très malheureuse, en fait, elle se confiait à sa fille. Elle lui faisait ce beau cadeau empoisonné de se confier à elle. Ce qui fait que la fille, elle a bu toutes les émotions de sa mère. Elle en était la confidente, le témoin direct et plus que ça. C'est-à-dire que la fille, elle s'est finalement dans son amour pour le premier homme de sa vie qui était son père, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de colère.
Il y avait même de la haine. Cet homme qui trompait sa mère, qui la rendait tellement malheureuse, il y avait un sentiment de trahison. Il y avait une méfiance totale. Tout ça, toutes ces émotions, avec le premier homme de sa vie, quand elle a rencontré le deuxième homme de sa vie, elles se sont invitées dans la relation. Oui, il y avait aussi évidemment, beaucoup de déception. Elle était profondément déçue par son père. Son père qu'elle aimait tant, mais voilà, avec toutes ses émotions. Lui, en parallèle, il vivait avec sa mère. Et sa mère, on peut dire qu'elle le persécutait. Elle le dévalorisait continuellement. Elle était tout le temps derrière lui à le critiquer, à le critiquer. À le dénigrer. Elle le punissait, elle l'humiliait. Donc, lui, enfant, il a cherché à mettre tout en place pour éviter cette mère, évidemment. Donc, il a été dans l'évitement de la première femme de sa vie. Son amour pour elle était parasité par ce désir de l'éviter, de se cacher, de la fuir. Évidemment, aussi, c'était un amour par rapport à sa mère, complètement pétri de culpabilité. Parce que pour l'enfant qu'il était, c'était évident que c'était sa faute à lui, si cette mère était comme ça. Donc oui, il y avait aussi énormément de culpabilité. Donc, avec tout ça, quand le couple s'est formé, ces émotions-là se sont invitées. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que chacun a mis inconsciemment l'autre, comment dire, a fait en sorte, et c'est inconscient, que l'autre lui fasse revivre les émotions qui lui étaient si familières de son enfance. Donc ça, c'est vraiment du domaine, c'est pas du tout prémédité, c'est pas du tout conscient. Inconsciemment, chacun a mis l'autre dans une position de lui faire ressentir soit la déception, la colère et la haine, soit l'évitement et la culpabilité. Et tout un cercle vicieux s'est mis en place au fil des années, comme ça, dont ils ne pouvaient absolument pas se défaire, puisqu'ils n'en étaient pas conscients. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au cœur du couple, on peut vraiment restaurer, je dirais, toutes ces émotions du passé, en prenant le temps de les revisiter et d'en faire quelque chose de telle façon que le passé ne soit plus un poids qui pèse sur nos épaules, mais qu'au contraire, le passé nous porte. Comment finalement recycler le passé? Alors, moi j'aime bien ce cas, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il rassemble deux situations différentes. Pour l'homme, c'était sa relation avec sa mère. Mais pour la femme, elle était, sans doute, sa mère l'a beaucoup aimée et son père l'a aussi beaucoup aimée. Sans doute chacun lui a donné le meilleur de lui-même, tout son amour. Mais la relation entre ses parents était calamiteuse. Donc, elle était le témoin direct de cette relation et c'est ce qui a posé un problème pour elle.
C'est-à-dire on peut recevoir tout l'amour du monde de ses parents, mais si les parents entre eux ne nous montrent pas un amour conjugal, chaleureux, tendre, on s'imprègne de toutes les conséquences de ce qu'on voit, de ce qu'on a sous les yeux. Non seulement parce que les parents, c'est notre modèle, hein, mais plus que ça. Ça éveille des émotions qui vont s'imprimer en nous. Donc voilà, l'école de l'amour, aussi bien dans la famille d'origine que dans la famille d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que je dirais qu'il n'y a pas un seul couple qui échappe à cette réalité, en fait. Et les gens, en fait, ils sont pris au dépourvu parce qu'ils ne réalisent pas du tout qu'ils vont se retrouver dans cette situation-là. Ils rentrent dans la relation de couple portés par, en général, un sentiment amoureux. Mais ce sentiment amoureux, il va s'estomper. On dit qu'il dure 3 ans, en général, à peu près. Donc il va s'estomper. Et là, on va se retrouver... Moi, je dis souvent, quand le sentiment amoureux s'estompe, c'est là que l'amour commence. Parce que c'est là que chacun va apprendre à aimer. Indépendamment de cette émotion un peu... qui me faisait voir l'autre, pas exactement comme il était, mais comme je le rêvais, un peu dans le fantasme, un peu dans l'illusion. Mais quand je suis vraiment face à l'autre, avec ses limites, ses difficultés, bon, là, qu'est-ce que ça veut dire aimer? C'est vrai ça, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ben, j'ai envie, je ne sais pas si on a un peu de temps. Ah, c'est juste. Encore 5 minutes. Ah, oui, mais après, il peut y avoir des échanges. De questions. On peut continuer à... Non, sinon, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Peut-être que ce sera pour une autre conférence. Parce que c'est tout un chapitre. Aimer, est-ce que quand je me sens aimée, c'est ça l'amour? Ou est-ce que c'est quand j'aime? Les deux. Oui, c'est les deux. Mais pourtant, aimez vos ennemis. Parfois, mon partenaire, c'est mon plus grand ennemi. Et Jésus disait, aimez vos ennemis. Ah oui, mais si j'ai envie de lui taper sur la tête, aimer vos ennemis, ça veut dire quoi? J'ai aucune émotion pour aller l'embrasser, aucun désir profond. Alors c'est quoi aimer vos ennemis? C'est aimer celui qui est en face, mais c'est aussi soi-même. Aimer soi-même. Oui. Oui. Moi j'aime beaucoup cette définition de Scott Peck qui dit aimer, c'est avoir la volonté, pas le désir, l'idée ou le rêve, mais la volonté de me dépasser pour la croissance spirituelle, l'évolution spirituelle de l'autre ou de moi-même. Et là, on est loin des émotions. Hein. On parle de volonté, on parle de dépassement. Voilà, la volonté de me dépasser pour l'évolution spirituelle de l'autre ou de moi. Et là, on pressent un peu que l'amour, finalement, c'est aussi la volonté. C'est aussi l'intellect. C'est vraiment cultiver mon jardin, le jardin du couple, jusqu'à ce que ce jardin-là, je le trouve vraiment beau, et là, émotionnellement, j'y suis profondément liée. Mais avant ce lien émotionnel, peut-être il faudra que j'investisse encore et encore et encore pour créer ce qui me touche au plus profond. Alors, peut-être je vais terminer là.
juste encore 2 minutes. Un couple aujourd'hui qui est en difficulté, mais vraiment dans une difficulté qu'il n'arrive pas à surmonter. Alors, certains couples ont toutes les ressources, encore une fois, pour traverser leurs difficultés et grandir grâce à elles. D'autres non. Un couple qui est dans une impasse, qui n'arrive pas à s'en sortir, en fait, il a 3 solutions. La première, c'est de se séparer. Au moins, on est soulagé. Ça va mieux. Souvent, le couple il se sépare en pensant qu'il s'est trompé, l'autre, c'était pas le bon. Voilà, je vais en trouver encore un autre. Le problème de la séparation, c'est que quand je vais trouver un autre partenaire, je retomberai exactement, grosso modo, dans la même situation. Parce que je n'aurai pas résolu mes émotions de ma famille d'origine. Alors, la deuxième solution, c'est de subir. Ok, on reste ensemble. On a des valeurs. On va tenir. Coûte que coûte. Bon. On va rester ensemble pour les enfants. Même si c'est infernal, même si c'est insupportable pour tout le monde, on reste ensemble. On tient bon. C'est une solution. Et la troisième solution, moi j'aurais tendance à la pointer du doigt davantage, c'est assumer. C'est-à-dire, on est conscient que rien ne va et on va commencer à faire un travail sur soi pour comprendre ce qui se passe, pour rechercher dans le passé pourquoi on en est là. Dans le passé du couple, mais aussi dans le passé de la famille d'origine, et peut-être dans le passé sur plusieurs générations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque? Et de ce fait, le couple va pouvoir se libérer du poids du passé et inventer une relation nouvelle. En quelque sorte, on peut dire que ma famille d'aujourd'hui est autant pour moi une école de l'amour que ma famille d'hier, ma famille d'origine. Et que dans cette école, je ne cesse pas d'apprendre. Et parfois, quand je ne sais plus, quand je me retrouve un peu perdue, il y a des professionnels, des professeurs qui vont pouvoir un petit temps m'accompagner pour aller plus loin. Voilà, c'est en gros ce que je voulais